Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais la synthèse des résultats de l'entreprise Meta pour l'année 2022. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mon journal d'investissement boursier, donc à vous de faire votre propre analyse. Alors d'abord sur le nombre d'utilisateurs, donc on voit que l'ensemble des utilisateurs des applications Meta, donc Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, on est quasiment à 3 milliards au dernier trimestre de l'année 2022. Malgré un volume très important d'utilisateurs, on voit quand même une croissance, alors certes qui ralentit, mais avec quasiment un peu moins d'un humain sur deux sur la planète, donc une implantation très 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 large, en sachant que bien évidemment la Chine ne fait pas partie de ces utilisateurs d'applications. Donc vous voyez la répartition de ce business. Sur Facebook, qui est l'application considérée comme morte, on voit malgré tout qu'elle vient de passer le cap des 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Et donc elle continue malgré tout à avoir une croissance. Donc l'application n'est pas encore morte. En termes de revenus, donc grosso modo, vous avez deux lignes de revenus qui est la Family of App, donc c'est les ventes de suite aux pubs qui sont publiées sur les réseaux sociaux, et puis vous avez Reality Lab qui correspond à la ligne Meta. Donc on voit que la Family of App en termes de revenus bruts garde un fonds de croissance de ses revenus de manière trimestrielle. Alors comparé à un petit repli par rapport à l'année 2021, mais tout à fait modéré, en sachant que bien évidemment Meta fait les frais du diminution des budgets marketing des entreprises qui publient des pubs ou des annonces sur ces réseaux. Donc petite régression, mais qui reste bien en dessous en termes de régression par rapport aux résultats attendus. Donc quelque chose d'assez positif. Là où le bas blesse, c'est sur le revenu opérationnel qui est lui par contre en transition d'une augmentation des investissements et de la croissance du déficit de la branche métaverse qu'on voit sur les 2 dernières années à doubler. Donc on a quand même 4 milliards trimestriels de pertes sur un méta. Donc à l'année c'est énorme. On est entre 10 et 15 milliards de pertes annuelles, ce qui est tout simplement énorme. Et donc la marge opérationnelle de l'entreprise baisse fortement. On voit effectivement que en termes de dépenses de revenus, le recherche et développement a fortement explosé sur les 2 dernières années. L'ensemble des coûts a explosé, mais surtout la recherche et développement, notamment dans le métaverse, mais pas que. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, alors un mot sur la synthèse de la conférence qui a donné lieu à la suite de la publication des résultats. Donc les éléments sur lesquels ils ont appuyé, c'est que l'utilisation de Facebook est toujours plus haut, donc elle a passé le cap des 2 milliards, donc le réseau social n'est pas mort en tant que tel, même s'il est sans doute vieillissant, même si la croissance n'est plus ce qu'elle était, il n'est pas mort, il y a encore un fonds de croissance. Et il est toujours utilisé manière quotidienne, je vous rappelle, par 2 milliards de personnes. L'objectif sur les années à venir, c'est vraiment de mettre l'accent sur l'efficience opérationnelle et donc d'arrêter de dépenser à tout va et d'essayer de retrouver une croissance des marges opérationnelles qui avaient pas mal fendu ces 7 derniers trimestres. 2023 sera simplement le début de cela et pas la fin. Donc comme vous le savez sans doute, en fin d'année dernière, il y avait eu déjà des licenciements massifs dans Facebook, donc probablement une réallocation de ses priorités d'investissement pour l'entreprise. Ils mettent aussi l'accent sur le développement des Reels qui vient s'opposer au développement fort de TikTok. Ils mettent l'accent pas mal sur le développement et l'opportunité du business messaging, donc notamment sur WhatsApp, avec des résultats tout à fait intéressant, notamment en Inde, etc., où vous avez une partie importante de business qui se fait sur WhatsApp. Et donc, pour eux, il y a une option de croissance très importante sur un réseau social qui est très peu monétisé comme WhatsApp, par exemple. Et puis, malgré les résultats négatifs en termes
d'argent pour le métaverse. Ils mettent l'accent sur le nombre d'applications et sur la définition de standards dans ces métaverses, et qu'ils verront plus tard dans comment ils pourront monétiser cette utilisation du métaverse, puisque c'est ce qui leur avait réussi dans le développement des réseaux sociaux. Voilà. Bon, alors après, ce qu'on peut discuter, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes niveaux de recherche et développement ou d'allocation de capital malgré tout, mais comme cela avait réussi dans leur passé, ils imaginent que s'ils développent un métaverse utilisé très largement, il n'y aura pas de souci pour le monétiser, mais ça reste encore du pari. Alors si on utilise ma grille de lecture pour l'analyse du business model, on voit que c'est une entreprise qui a un mode en termes d'effet de réseau qui est très, très important, puisque vous n'avez pas d'autres effets réseau social aussi étendus avec autant de personnes et avec sans doute autant de données personnelles sur ses utilisateurs, notamment quand on passe à Facebook. Donc pour moi le mode est tout à fait fort et préservé en l'état actuel des choses. En termes de revenus, il y a clairement une récurrence des revenus, puisque même s'il y a un caractère cyclique sans doute des annonceurs, on l'a pu le voir sur l'année 2022, puisque le coût moyen d'une publication a fortement diminué, ce qui veut dire que probablement les annonceurs ont moins de budget en marketing, donc ça fait baisser le prix global des publications. Mais cela est probablement en caractère cyclique et va s'inverser avec si l'environnement économique s'améliore. Elle a un pricing power, oui, puisqu'elle a des marges élevées qui ont certes fondu ces dernières années, mais essentiellement par un choix d'investissement massif sur des éléments très spécifiques de leur business, puisque la marge brute reste quand même très élevée. C'est une entreprise qui a quand même une croissance organique malgré un ralentissement fort de celle-ci. Elle sort sur un méga trend qui est l'utilisation des réseaux sociaux de plus en plus importante en termes d'utilisation quotidienne. Aujourd'hui, elle a clairement un levier opérationnel, puisqu'elle est en repli sur les résultats opérationnels, qui peut que s'inverser si Facebook, enfin Meta, utilise de manière beaucoup plus rationnelle son argent, son personnel. Et d'ailleurs, c'est l'objectif principal annoncé de Facebook, c'est de retrouver des marges opérationnelles plus élevées dans les années à venir, ce qui fera effet de levier sur les résultats positifs de l'entreprise. Pour moi, c'est une entreprise aussi, et ça c'est pas totalement négligeable, qui a un pari optionnel, que ça soit dans le métaverse, je crois plus modérément, mais par exemple j'achète plus le business messaging, qui me semble avoir un levier très important, qui peut avoir un levier important et qui permettrait de créer du cash sur une fois de plus sur un réseau social très très peu monétisé actuellement, ou dans des zones géographiques plus spécifiques, une fois de plus comme là. Bon, c'est une entreprise qui peut être disruptée, on le voit clairement avec la menace de TikTok. En termes de clients, elle n'a pas de concentration de clients, puisque ses clients, c'est toutes les entreprises du monde qui ont envie de faire du marketing, donc autant vous dire que le business est large, qui s'adresse à du B2C, donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont les clients de Facebook, ou de Meta. Voilà, le coût d'acquisition des clients me semble faible, puisque il y a un oligopole dans la possibilité de publier, de faire l'annonce sur Internet, qui sont pour l'essentiel Alphabet ou Meta. Le management, en tout cas Mark Zuckerberg, il a une position très importante dans l'entreprise, donc il y a du skin in the game en tout cas. Donc ça, c'est un élément que je regarde toujours aussi. Et en termes de menaces, donc c'est là où le bas blesse, c'est que clairement il se fait challenger par TikTok. Il y a une véritable menace des règles antitrust, comme on a pu le voir par le passé. Il y a une collecte très importante de données de cette entreprise qui fonctionne quasiment en oligopole, et donc elle pourrait faire clairement l'objet de séparation de son business. On pourrait imaginer que s'il y avait des règles antitrust qui seraient votées, elle serait obligée par exemple de vendre, je sais pas moi, soit Facebook, soit Instagram, ce qui changerait complètement le modèle de cette entreprise. Alors un des éléments positifs malgré tout, il me semble que la menace TikTok finalement vient
vient protéger Meta de ça, puisque comme il y a un gros challenger qui pour l'instant est chinois, le fait que ce challenger soit chinois et comme vous connaissez la concurrence chino-américaine, probablement que cela protège l'entreprise contre une désarticulation de celle-ci, me semble-t-il. Bon, après, c'est pas une entreprise, donc il y a une croissance uniquement sur l'acquisition. On voit qu'elle a quand même une croissance organique importante. Et une fois de plus, bon, j'en reviens sur les forces extérieures. Alors, ça menace essentiellement, comme on l'a vu, c'est le deuxième bémol au-delà de TikTok, c'est les règles de protection des données qu'a mis notamment Apple, qui rend son marketing digital beaucoup moins efficient et donc qui menace en partie sa capacité à faire de la publication ciblée. Et ça, c'est le deuxième gros bémol de cette entreprise. Malgré tout, selon moi, il me semble qu'elle doit avoir quand même des quantités de données très importantes de ses utilisateurs et qu'elle doit être quand même capable de faire de la publicité de manière ciblée, en tout cas plus que beaucoup d'autres services sur Internet. Et seul Alphabet me semble être capable de proposer de la publicité au moins aussi sous-ciblée, ce qui laisse quand même peu de place. Alors elle sera peut-être moins ciblée, mais qui pourra faire plus ciblée en l'état actuel des choses, ça paraît restreint. Il y a encore Amazon, mais là qui pose d'autres soucis aussi de concentration d'informations. Bon, en termes de résultats, on voit que le chiffre d'affaires, même s'il a stagné un petit peu en 2022, d'une part des considérations économiques générales et d'autre part de la forte progression pour l'année 2021 contexte Covid, on voit que la croissance de ce chiffre d'affaires est quand même en moyenne sur les dernières années de 20% par an, donc c'est tout à fait énorme. Probablement que ce chiffre d'affaires va être amené à stagner ou en tout cas la croissance ralentir fortement dans les années à venir. Mais à cela, peut-être rien d'étonnant au vu déjà du volume d'utilisateurs. En termes de résultats nets, c'est beaucoup plus faible puisqu'on voit que sur les 5 dernières années, on a une stagnation de ce résultat net avec une forte régression sur l'année 2022, avec un écroulement de sa marge nette pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Investissement massif de l'entreprise notamment dans des choses pour l'instant non rentables et donc vous avez une nette diminution de ces résultats nets. En termes de bénéfice net par action sur les dernières années, donc on est à 16% de croissance en moyenne avec là aussi une forte régression sur l'année 2022 vis-à-vis de l'année 2023, mais qui est quand même en ligne de croissance si on regarde avec un petit peu pas de recul et avec une fois de plus ce à quoi je souscris, un levier opérationnel avec une augmentation dans les trimestres à venir, une amélioration de la marge opérationnelle qui devrait du coup faire effet de levier sur ce bénéfice net par action. Alors en termes de free cash flow, on voit que sur les dernières années finalement a pris une explosion des résultats autour de l'année 2021. Celui-ci a complètement fondu en l'année 2022 et du coup il est flat sur les dernières années. Une fois de plus on en revient toujours à la même chose. Probablement que c'est une régression localisé, en tout cas c'est le scénario auquel je souscris et que ce free cash flow donc va pas rebondir directement à celui de l'année 2021 mais devrait rebondir dans les trimestres ou années à venir dans un free cash flow qui serait en ligne avec la croissance qui précède l'année 2021. On le voit puisqu'on a une explosion du CAPEX 2021-2022 avec passant de 19 à 32 milliards et donc effectivement ça fait fondre le free cash flow à proprement parler. En termes de free cash flow yield au moment où j'enregistre la vidéo, donc l'action est autour de $180 à peu près, on a un free cash flow yield qui est à 4% et avec tous les effets de levier opérationnel dont je vous ai parlé précédemment. Le vrai point négatif, selon moi, c'est les distributions d'actions que je vous ai mis en colonne en rouge à ses employés, donc à son équipe de management. On voit que celui-ci représente quand même une part non négligeable du free cash flow. Enfin, si on le compare au free cash flow, ça représenterait une part non négligeable de ce free cash flow.
que celui-ci est en croissance de manière assez importante malgré un free cash flow qui stagne, et que sur une année 2022 avec des résultats qu'on peut juger médiocres, on a quand même une augmentation de la distribution d'actions gratuites. Et donc là-dessus, finalement, moi je peux être qu'un petit peu négatif, car la performance de l'entreprise est redistribuée, on peut dire, quasi exclusivement à l'équipe de management et beaucoup moins à ses actionnaires. Donc ça, c'est un point négatif sur lequel je surveillerai notamment les résultats de l'année 2023, que ceux-ci s'inversent. Et une fois de plus, quand vous voyez la proportion de share-based compensation en termes de volume d'argent par rapport à d'autres entreprises, alors si vous comparez à la Rolls comme Microsoft, vous voyez que c'est quand même très important. Donc ça, c'est vraiment un point négatif pour moi en termes de niveau de valorisation pour l'entreprise. Alors en termes de rachat d'actions, elle fait malgré tout le job, elle rachète de manière assez importante ses actions, un peu moins de 2% de diminution d'actions sur les dernières années, et surtout l'effet d'annonce qu'il y a eu lors de la publication des résultats d'un projet de rachat de 40 milliards de rachat d'actions de Meta, soit à peu près 10% de la capitalisation au moment de l'annonce, donc un projet de rachat d'actions tout simplement gigantesque. Ce qui est finalement pas totalement idiot si on part du principe que l'entreprise a énormément de cash, environ 40 milliards aussi, et que l'entreprise est fortement sous-valorisée. Si vous souscrivez à cette thèse, il est donc finalement logique de racheter de manière massive ces actions, puisqu'elles seront profondément sous-valorisées par le marché. Donc le meilleur investissement que peut faire l'entreprise, c'est tout simplement dans elle-même, si elle juge ses actions une fois de plus très fortement sous-valorisées. Et donc ça a fait fortement rebondir le titre, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, en termes de valorisation, le PER était clairement très très bas pour l'année 2022. Il est en rebond au moment où je tourne la vidéo de manière mécanique, à la fois par un rebond du cours de l'action, mais surtout par une baisse des revenus qui fait forcément monter le niveau de valorisation, puisque c'est un ratio. Si on s'intéresse au forward PE sur des années un petit peu plus tardives, on est quand même encore à des niveaux de valorisation tout à fait raisonnables. Là, je vous ai remis la slide que j'avais fait suite au résultat de l'année 2021, qui reste mon scénario, on va dire, de base, puisque je considère l'année 2022 comme une année un petit peu charnière de repli des revenus, et comme je fais mon modèle sur le bénéfice net par action, l'année 2022 a moins de sens. Donc, si on garde mon PRI qui est dans mon scénario, on va dire, pessimiste, je peux avoir un retour sur investissement hors rachat d'actions de 10% par an. Le rachat d'actions sera ma marge de sécurité, on va dire, supplémentaire, avec une croissance seulement de 10% du bénéfice par action sur les 5 prochaines années, puis de 5% par an sur les 5 à 10 ans à venir, avec un PER terminal de 15. Donc c'est-à-dire finalement un scénario tout à fait réalisable, hors rachat d'actions, et j'aurai donc un retour sur investissement de 10% par an, donc en théorie battrai le marché sur un PRU qui serait inférieur à 165 $. Alors au niveau technique, on voit que donc là vous êtes en données hebdomadaires échelle logarithmique, on voit que le titre avait très fortement corrigé sur l'année 2022, c'était une chute libre sans stop, et que depuis ses plus bas autour des 90 $, le titre a depuis fortement rebondi, avec à l'annonce des résultats une explosion de, je crois, plus de 25-28% sur la journée de la valorisation de l'action. Donc là, on voit qu'elle a passé quand même un niveau de résistance qui va devenir support autour des 155 $. Pour moi, elle redescendra plus en dessous de ces niveaux-là, qui est un niveau technique important et qui, en termes de valorisation, semble tout à fait acceptable, en sachant bien sûr qu'il y a un projet de rachat d'actions massif. Donc sur un plan technique, il y a un gros niveau de résistance autour des 220 $. Mon avis, c'est que probablement le titre risque d'évoluer dans ce range un petit moment avant de repasser le cap des 220 $. On voit qu'en plus 220 $, on est autour de la moyenne mobile de 100 périodes en hebdo. Bon, en tout cas, sur un court terme, elle a fortement rebondi, invalidé son
son effet baissier sur le court et moyen terme. Et donc le titre devrait être plus techniquement plus neutre en tout cas. Alors pour conclure, moi ma thèse d'investissement sur l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui a quand même un mode qui a été sous-évalué au cours de l'année 2022, que la menace TikTok et Apple avaient déjà été pas mal pris dans les cours et probablement surévalués malgré tout, que les résultats très médiocres de l'année 2022 en termes de free cash flow, de revenus, s'expliquent tout ça essentiellement aussi par un cycle d'investissement important de l'entreprise, pas uniquement dans le métaverse, mais aussi dans l'intelligence artificielle et dans leur serveurs. Et donc cela devrait s'inverser dans les années à venir avec une capex qui deviendrait beaucoup plus raisonnable, voire régresserait, ce qui permettrait de redégager une marge de free cash flow beaucoup plus élevée. On voit déjà les licenciements massifs dont on devrait voir les premiers fruits au cours de l'année 2023. C'est une entreprise qui a aussi pas mal de paris optionnels, que ce soit dans l'intelligence artificielle pour l'opportunité de ces publications, la messagerie de vente et bien sûr le métaverse qui pour l'instant reste à mon sens le pari le plus lointain, on va dire. Il y a actuellement un momentum clairement avec une politique d'efficience annoncée et des rachats d'actions massifs. On voit que le marché a très bien réagi à la fois aux résultats qui étaient moins mauvais qu'attendu et les objectifs annoncés de l'entreprise et un buyback massif. Voilà. Alors, les stop-loss fondamentales, ce sont des éléments qui arriveraient et qui me feraient sortir de ma position sur l'entreprise. Donc, c'est la décroissance du business ou vraiment une concurrence trop élevée de TikTok qui vraiment renverserait la table à ce niveau-là. Pour l'instant, donc ça serait significatif si on avait une baisse importante du nombre d'utilisateurs quotidiens, au-delà de la stagnation de ceux-ci, ou une forte diminution du temps passé sur ces applications, élément qu'on ne voit pas réellement pour l'instant. Si on voyait donc voilà un échec du business model, donc l'effet par exemple de la protection des données qui ferait que les annonceurs ne viendraient plus du tout sur la plateforme pour vendre ces publications, il me semble que ça c'est un scénario assez peu probable en l'état actuel des choses. Pour moi, le risque non négligeable, c'est le risque de réglementation. Alors soit l'obligation de vente, donc du fait du caractère quasiment oligopole de l'entreprise, et donc l'obligation de vente d'une de ses filières. Donc une fois de plus, si on l'oblige à vendre Instagram par exemple, vous n'avez plus du tout la même entreprise. Ou les réglementations notamment européennes sur la protection des données personnelles qui, une fois de plus, viendraient taper au cœur du business de l'entreprise. Donc là, je serai particulièrement vigilant sur ces éléments là, en termes de réglementaire. Un des risques aussi, c'est que le CAPEX deviendrait incontrôlable, donc à la fois dans le métaverse ou à la fois pour contrer la concurrence de TikTok par exemple, le CAPEX viendrait complètement bouffer le cash flow opérationnel de l'entreprise. Et ce malgré l'absence de résultats patents. Donc c'est ce qu'il faudra faire attention. Un méta bouffe énormément de cash. Le métaverse bouffe énormément de cash pour l'instant avec des résultats dont les déficits ne font que grossir. Donc on peut comprendre que le cycle de retour sur investissement sera plus tardif. Malgré tout, si on continue à avoir des investissements massifs et que en termes ne serait-ce que d'utilisateurs, même sans parler de retour financier, on n'en verrait pas les résultats. Il faudrait faire très attention si le management restait dans cette ligne-là, mais je les pense suffisamment intelligents et par le passé ils ont su abandonner déjà un certain nombre de projets quand cela n'avait plus de sens. Donc là-dessus je reste positif. Je pense que si le métaverse devait être un échec, je pense qu'il serait tout à fait capable de faire une grosse croix dessus et d'abandonner tout cela si c'était le cas. Et donc vous vous retrouveriez avec une entreprise qui serait quand même une machine à cash une fois qu'on soustrait ce cash qui est dépensé dans un projet qui ne va pas forcément aboutir. Voilà, donc un dernier mot donc sur ma position, donc la dernière ligne en bas. Comme vous le voyez, donc moi je suis actionnaire maintenant avec 15 actions Meta
à l'inverse, donc c'est une position qui commence à avoir une position qui commence à être significative dans mon portefeuille. J'ai un PRI moyen à 164$. Donc j'ai pas été assez actif à titre personnel sur la baisse très forte là qu'il y avait eu sur les dernières semaines pour en reprendre suffisamment. Voilà, à titre personnel, je pense que ma ligne est actuellement bien constituée. J'ai pas forcément envie de la renforcer et je vais la laisser maintenant vivre sa vie. Je vais tout simplement regarder les stop loss fondamentales si un des éléments venait à venir pour quitter le business. Sinon, comme je suis un investisseur long terme, c'est une ligne que je vais laisser vivre sa vie et que je regarderai dans quelques années pour voir ce qu'elle a donné. Voilà, ça ne m'empêchera pas bien évidemment de regarder les résultats de manière régulière. Alors peut-être pas de manière trimestrielle, mais peut-être de manière semestrielle ou annuelle, qui fera donc du coup l'objet de vidéos. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant les résultats de Meta au cours de l'année 2022. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un petit commentaire, ça fait plaisir et ça me motive pour faire d'autres vidéos. À bientôt.